Donc, c'est un départ. On regarde notre révision finale. Donc, pour chacune des questions, quand tu arrives à un examen, c'est vraiment important de aller chercher les mots-clés qui existent dans les différentes questions. Et qu'on va beaucoup s'attarder sur les mots-clés puis leurs implications dans ta réponse. Donc, quand on commence, ça va toujours être écrivez un. OK, ça c'est standard. Puis après ça, ce qui suit va indiquer beaucoup qu'est-ce que tu es supposé faire. OK, donc ici, ça se peut que ça te demande d'écrire un programme ou un script, ça c'est synonyme. Ou sinon, ça va te demander d'écrire une fonction. Donc, le principe, c'est que si c'est une fonction, il faut que ce soit un def quelque chose, puis là, il va falloir que tu commences à penser à des paramètres d'entrée, à possiblement des retours. Puis ça, c'est juste quand on parle de fonction. Si on te demande d'écrire seulement un programme, ben, il ne devrait pas avoir rien qui est autour. Donc, ça devrait être exécutable directement pour être capable de le compléter. Ici, en passant dans le fichier de révision finale, j'ai comme toutes les questions dans le même fichier. Donc, il y a plusieurs programmes, plusieurs scripts qui devraient être indépendants. N'essayez pas de rouler ça directement. Ça se peut que ça bousille un petit peu, là. Donc, le principe, c'est que tu peux copier juste cette question-là pour le tester de manière individuelle. Donc, premièrement, il faut toujours déceler si c'est un programme ou une fonction. Fait qu'ici, c'est un programme. Bon, parfait. On commence, puis on demande de saisir quelque chose. Donc, le mot saisir, ici, ça, c'est un mot-clé. Donc, c'est un mot qui nous dit qu'il va falloir utiliser un input dans notre réponse. Donc, le principe de saisir de l'information, c'est habituellement synonyme à la fonction input, qu'on va aller chercher de l'information. Donc, on saisit un nom au clavier, puis on affiche. Donc, afficher, ça aussi, c'est un autre mot-clé qui me permet de dire que ben, je devrais sûrement avoir un print à l'intérieur de ça pour indiquer, pour faire afficher le résultat à notre utilisateur. Donc, on a le mot saisi, on a le mot affiche, on a le mot programme, on a comme tous nos mots-clés pour commencer à se poser la question de qu'est-ce qu'on me demande là, avec ces éléments-là. Donc, on me demande de saisir un nombre, puis on veut afficher tous les chiffres de ce nombre l'un après l'autre. Mettons que j'ai 544, ben, il faut que ça m'affiche 445 ou 544. Ici, s'il y a des éléments qui ne sont pas spécifiés, on ne te spécifie pas l'ordre dans lequel on va afficher les chiffres, c'est à ta discrétion. On peut assumer que la valeur saisie sera un nombre entier positif. Donc ici, ce mot-clé-là, assumer, ça veut dire qu'on peut prendre pour acquis. On n'a pas besoin d'écrire de code spécial, puis on peut faire comme si on avait vérifié que ça a été validé sans avoir à écrire une ligne de code de plus. Donc quand on assume, c'est qu'on prend pour acquis quelque chose, on n'a pas besoin de contre-vérifier, on dit que ça va juste marcher dans ce cas-là. Fait qu'on veut saisir un entier au clavier. Donc on a notre input, puis après ça, on veut afficher chacun des chiffres individuels. Donc là, il y a différentes manières, tu peux le convertir en string, le faire afficher chacun. Là, ici, j'ai utilisé une méthode numérique, juste pour revenir en arrière là, à nos différents opérateurs. Donc, on a le modulo qui trouve le restant de la division. On avait pu l'utiliser dans le premier travail pratique qui me dit que je suis capable d'aller chercher un chiffre, puis je suis capable de faire une division entière pour aller couper le chiffre. Fait que si ici, si je commence, mettons, avec 523, ben, le modulo 10, ça va me donner juste le 3. Puis après ça, quand on fait la division par 10, ben, le 523 qui a une division entière par 10, ça me donne 52. Ça divise par 10, puis ça coupe la partie fractionnaire. Fait qu'après ça, je prends le 52, ça dans une book while, fait que ça va boucler tant que c'est plus grand que 0. On va faire la même chose avec 52, fait que ça devient 2, puis 52 modulo 10, ça devient 5, puis on peut voir ici que ça va continuer jusqu'à temps que ça tombe à 0 et que ça sorte de notre boucle et qu'on a terminé notre question numéro 1. Alright. On passe à la question numéro 2.
Donc, encore une fois, toujours essayer de spotter les mots-clés en premier. Donc, on demande d'écrire une fonction. OK, là, c'est une fonction. On sait que c'est pas directement un programme. Il va falloir que j'écrive def quelque chose. Et quand j'ai une fonction, il faut toujours que j'aille en mémoire. OK, est-ce qu'on me demande c'est quoi les paramètres d'entrée? C'est quoi que la fonction a besoin pour être capable d'effectuer son calcul, pour être capable de fonctionner? Puis, deuxième question, c'est est-ce que j'ai un retour? Est-ce qu'il faut que ça renvoie une information que je vais utiliser plus tard? Fait que c'est comme les deux demandes qu'il faut que je garde en tête. Bon, on a une fonction qui reçoit. Donc, quand on a le mot reçoit, ça aussi c'est un mot-clé. Quand on reçoit quelque chose, c'est un indicatif qu'on va recevoir un paramètre d'entrée. Donc, quand on reçoit quelque chose, c'est une liste des paramètres d'entrée qu'on va avoir besoin. Fait ici, on reçoit un nombre entier positif. Fait qu'on reçoit ici juste, on a une fonction qui reçoit un élément. Ensuite, on va afficher des informations. Donc, encore une fois, le mot afficher, ça nous dit, OK, affiche, c'est un print. Donc, si la fonction affiche des choses, puis qu'il n'y a plus rien après, j'ai pas eu le mot retourne ou calcul ou trouve ou un synonyme du résultat de la fonction, ça veut dire que cette fonction-là n'aura pas de retour. Donc, on demande d'afficher tous les diviseurs du nombre. Parfait. On avait, si on retourne dans nos exercices, on avait trouvé comment trouver les diviseurs du nombre. Bien, on peut reprendre ça ici. Donc, on reçoit le nombre, on parcourt tous les diviseurs possibles, donc de 1 jusqu'au nombre plus 1, parce que lui, c'est exclu, fait qu'il faut considérer le nombre lui-même. Puis on peut utiliser le modulo qui donne 0 pour savoir si c'est un diviseur. Puis fait qu'ici, on a une boucle qui va tester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jusqu'à temps que j'arrive à mon nombre. Puis à chaque fois, ça teste ce diviseur-là. Puis si c'est un diviseur, ben ça l'affiche. Fait qu'on a ici une fonction qui reçoit un nombre et qui va afficher tous les diviseurs de ce nombre. Parfait, ça c'est réglé. Fait que ensuite, on demande d'écrire un programme. Donc, ensuite, on a un programme. Fait qu'en dessous de la fonction, on va avoir le programme qui va exécuter. Puis habituellement, quand c'est dans la même question, c'est que ça va avoir rapport avec la fonction que j'ai faite. Fait que c'est un programme qui va saisir un nombre, puis qui va afficher tous les diviseurs de ce nombre. Ben, si tu regardes, c'est le même texte. Hein? Ah, puis ça le dit en plus en utilisant la fonction créée précédemment. Fait que ici, ça nous demande de faire une saisie. Puis on doit faire appel à la fonction. Hein? Donc, on a ici notre saisie qui est envoyée, puis ça va afficher tous nos diviseurs un après l'autre. Parfait. Fait que on est bon avec ça. Question 3. On demande d'écrire une fonction. Ah, encore une fois, c'est une fonction. Je sais qu'il va y avoir un def. Je sais que je me demande des paramètres d'entrée. Est-ce qu'il y a un retour, des choses comme ça. Donc, on reçoit deux nombres entiers positifs. Parfait. Je reçois des choses. Ça veut dire que ça va être des paramètres d'entrée. Donc, deux nombres entiers positifs. Ici, j'ai nombre 1, nombre 2. Puis, on retourne le nombre de diviseurs communs. Donc, quand on a le mot-clé retourne, ça veut dire qu'il va falloir que je trouve cette réponse-là. Puis, il va falloir que ça soit retourné par ma fonction. Hein, donc, quelque part dans ma fonction, je vais avoir un return. Puis, le return, ça va être le nombre de diviseurs communs. Fait que, ici, on a un exemple. Si, mettons, j'envoie 8 et 12, hein, comme nombre 1 puis nombre 2, c'est supposé me retourner 3 parce qu'il y a 3 diviseurs communs, 1, 2 et 4. Fait qu'on utilise en fait la même technique qu'on avait utilisée un petit peu plus haut. Donc, on a une boucle qui va regarder toutes les possibilités. Mais là, il faut que les deux nombres soient divisibles par le même sous-nom pour cela de la boucle, mais par le même i. Donc, il faut que les deux soient divisibles ensemble. On a ici notre opérateur logique AND. Puis, à chaque fois que ça se passe, on a un compteur manuel qui s'incrémente de 1, qui va me permettre de trouver le nombre de diviseurs. Puis, à la fin, on a le nombre de diviseurs qui est retourné. Quand on a des fonctions, on se rappelle, c'est l'indentation qui compte, donc tout ce qui est là-dedans fait partie de mon programme qui retourne le nombre de diviseurs. Ici, un autre élément intéressant, c'est que la question demande juste la fonction.
On ne demande pas d'avoir de programme qui vient avec. Ça tout seul, hein, ça ne fait pas grand-chose. C'est juste la recette, c'est juste la fonction elle-même. C'est pas grave. Le principe, c'est que vous soyez capable de démontrer que vous êtes capable de faire ça. C'est correct s'il n'y a pas de script. Si vous voulez en faire un, c'est bien correct. Là, vous pouvez l'ajouter. C'est pas un problème. Mais la seule chose qui est évaluée, ça va être la question elle-même. On continue. Question numéro 4. On demande d'écrire une fonction qui va recevoir un nombre de dés. OK, donc on descend ici. Et ici, on va simuler un nombre de lancers. Hein, puis on est conscient avec notre TP3 comment est-ce que ça marche des simulations. Donc on fait semblant de faire quelque chose. Puis à chaque fois, on essaie de comptabiliser le nombre de fois, ou en tout cas, on fait semblant, puis on travaille avec ça. Donc, on simule le lancer de ND à 6 faces. Donc, on a une fonction, on reçoit un N. Donc, je peux tout de suite voir ici, hein, j'ai une fonction, je reçois un N. Puis, on simule un nombre de lancers. Puis, on retourne, le mot-clé retourne ici. Donc, ça me dit qu'on va avoir un return quelque part dans ma fonction. Une liste des valeurs lancées. Donc, encore une fois ici, mot-clé, liste. Hein, donc, c'est une structure de données qu'on a vue dans le cours. Hein, avec les crochets carrés, on peut rajouter des choses dedans. On peut aller à l'intérieur, utiliser un index pour aller chercher une valeur précise dans une des cases de la liste. Donc, ça retourne une liste de toutes les valeurs lancées. Ici, je vous donne un indice avec la fonction randint. Hein, du module random permet de trouver un nombre aléatoire entre A et B inclusivement. Ici, on peut utiliser de 1 à 6. Le principe, c'est qu'il faut que je trouve n d. Donc, je fais n fois un append. Et à chaque fois, j'ai besoin de trouver une nouvelle valeur aléatoire qui va être ajoutée dans la liste. Fait que la liste commence vide. J'ai une boucle qui se fait n fois. Puis à chaque fois, qu'est-ce que je fais? Je fais un append, hein, qui va me rajouter un élément à ma liste. Puis qu'est-ce que je rajoute dans l'élément? Ben, c'est là qu'on simule le lancer de dés. On trouve une valeur aléatoire entre 1 et 6. Puis cette nouvelle valeur-là est rentrée dans la liste. Une fois que j'ai fait ce nombre de fois-là la boucle, ça me retourne la liste que j'ai créée et que j'ai remplie. Donc, la fonction 4 pour trouver une liste de simulation de lancer de dés. Ensuite, les prochains numéros retravaillent avec cette information-là. Donc, on a une fonction qui va recevoir un nombre de dn. Parfait, même principe, on reçoit un nombre de dn. Puis ensuite, on simule le nombre de dés, puis on retourne le nombre de 6 qu'on a obtenu. Donc, le principe ici, c'est que je veux dire, j'ai, mettons, une dizaine de dés, je lance les 10 dés, puis je veux savoir, il y a combien eu de 6 qui sont sortis de là. Ben, ça tombe bien, on a déjà une fonction qui me permet de faire la simulation de ND. Donc, je peux utiliser cette fonction-là, où j'aurais pu recopier le code ici, là, dans l'examen, c'est pas grave. Puis, une fois que j'ai cette liste-là, hein, avec des valeurs, j'aurais pu la parcourir, hein, aller chercher chacune des valeurs, regarder si c'est 6, faire un compteur. Mais en fait, on a vu la méthode count qui me permet de trouver le nombre de 6 directement à l'intérieur. Donc, celle-ci, ça me dit le nombre de 6, puis je peux retourner ça à mon problème. Fait qu'encore une fois, toujours chercher les mots-clés. On a vu le mot fonction, on a vu le mot reçoit. On a ici vu une simule, puis là, on a déjà fait ça ici. Là. Hein, donc, quand on utilise la même syntaxe, c'est souvent plus facile de juste aller rechercher le code qu'on a déjà fait. Puis on retourne quelque chose, donc il fallait retourner un élément. Question numéro 6. On a une fonction qui va recevoir... Oui, bien certainement. Oui. Pas de problème. Fait que premièrement, ici, on a le for qui va répéter un certain nombre de fois une opération. Est-ce que jusqu'à là, ça va bien?
Excellent. Donc, qu'est-ce qu'on veut répéter? Ben, on veut répéter un ajout à notre liste. OK? Fait qu'ici, le liste des 6, c'est une liste qui est initialement vide. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va rajouter la méthode append d'une liste, mais permet de rajouter un élément à la liste. Qu'est-ce qui va se passer ici? C'est que je vais rajouter un n informations. Est-ce que jusque-là, ça va ou on... Ouais, ici, en fait, on aurait pu mettre n'importe quelle lettre, là, OK? Puis habituellement, si on met I, admettons, là. Mais le principe ici, c'est que le I il est juste pas utilisé nulle part à l'intérieur de la boucle. Fait qu'il est comme inutile. Fait que c'est une règle de convention qu'on utilise le nom de variable tiré bas tout seul pour indiquer que, hey, en passant, ça je l'utilise pas, il sera pas utilisé dans la boucle. Fait qu'est-ce que ça va bien? C'est clair. Excellent. Parfait. Donc, on avait ça, on avait trouvé le nombre de 6 dans mon lancer de dés. On s'en va à notre question 6 qui nous change un peu de sujet. Donc, question 6. On reçoit une liste de nombres. OK, parfait. On reçoit un nombre minimum, puis on reçoit un nombre maximum. Fait qu'on reçoit 3 informations. Une liste, un nombre minimum, un nombre maximum. Parfait, je ne sais pas trop encore qu'est-ce qui va se passer avec ça. On va retourner quelque chose. OK? Fait que quelque part, il faut que je trouve une réponse, que je la retourne. Ça va être le nombre de valeurs de la liste entre le minimum et le maximum. Fait qu'une autre affaire qui est toujours intéressante quand on est en train d'essayer de comme trouver comment ça marche, ça va être d'écrire un exemple dans notre tête. Hein? Fait que je me dis, OK, je vais avoir une liste. Admettons, je me dis une liste de nombres. Fait que, admettons, j'ai 3, 5, 12, 6, 1, 8. OK? Fait que j'ai une liste de nombres. Ensuite, j'ai une valeur minimum. OK, mettons que je dis 4. Puis j'ai une valeur maximum. Mettons que je dis 7. Après ça, ça va être quoi la sortie? Donc, c'est là que je vais essayer de voir juste si je comprends la problématique elle-même. Donc, j'ai besoin de retourner le nombre de valeurs de la liste entre le minimum et le maximum. Fait qu'ici, ça va être un décompte de ce nombre-là. Fait que c'est comme, au maximum, j'y retourne toutes, tu sais, genre, je retourne 6. Mais c'est seulement ceux qui sont entre 4 et 7. Fait que est-ce que le 3 est entre 4 et 7? Non. Est-ce que le 5 est entre 4 et 7? Oui, ok, ça m'en fait 1. Est-ce que le 12 est entre 4 et 7? Non. Est-ce que le 6 est entre le 4 et 7? Oui, ok, ça m'en fait une deuxième. Est-ce que le 1 est entre 4 et 7? Non. Est-ce que le 8 est entre 4 et 7? Non. Fait qu'ici, ça devrait retourner. Donc ici, ça dit, ça devrait retourner 2, parce que seulement 5 et 6 dans ma liste sont entre le minimum et le maximum. Ici, en passant, on ne dit pas inclusif, exclusif. Ça veut dire que c'est à votre discrétion. Okay? Donc, si ce n'est pas spécifié, c'est à votre discrétion de décider comme l'implémentation qui vous tente. Fait que, parfait. J'ai maintenant l'idée de qu'est-ce que mon problème est supposé de faire. Là, il faut trouver comme une méthode. Là, c'est à vous d'être capable de faire ça. Donc, on va avoir une fonction, hein, parce que c'est ça qu'on demande ici. On a notre liste. Donc, il faut trouver un nombre quelconque. Hein. Fait qu'ici, on va se faire un compteur qui va débuter à 0, puis que je vais vouloir incrémenter à chaque fois que je trouve un nouvel élément de la liste qui est intéressant. Fait qu'ici, je peux parcourir la liste. Ça, c'est quelque chose qu'on va faire souvent. Donc, on peut utiliser une boucle avec un compteur qui va utiliser la taille de la liste pour dire que ça va de 0 jusqu'à cette valeur-là exclue, parce qu'on se souvient que les listes sont numérotées en partant de 0. Ça fait 0, 1, 2, 3, 4, 5.
Fait que 0, 1, 2, 3, 4, 5, ça fait qu'il y en a 6. Ben, ici, le range va aller de 0 à 5 parce que lui, il prend le 6. Fait qu'on a un compteur qui va prendre comme indice tous les éléments. Fait que là, quand je vais aller chercher une des valeurs de cette liste-là, de cette liste-là ici, là, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais utiliser liste, je vais utiliser des crochets carrés pour aller chercher un élément de ma liste, puis je vais utiliser l'indice de ma boucle à l'intérieur. Là, je veux aller regarder est-ce qu'il est entre deux autres éléments. Fait que je peux regarder ici, est-ce qu'il est plus petit que max, puis est-ce qu'il est plus grand que min. Donc, s'il est à l'intérieur de ces deux bornes-là, ça veut dire que c'est un qu'il faut que je compte. Donc, j'incrémente mon petit compteur. Donc, cette boucle-là va itérer sur chacune des valeurs de la liste. Pour chacune des valeurs de la liste, ça va regarder est-ce que c'est entre les deux bornes. Si c'est entre les deux bornes, je le compte. Puis après ça, une fois que ça a terminé de compter, ça retourne le décompte que j'ai trouvé. Alright. On continue. On s'en va à notre question 7. Donc, question 7. Donc, on voit qu'on commence à travailler avec les listes de nombres ici. Donc, on a une fonction qui reçoit encore une fois une liste de nombres, un nombre minimum, puis un nombre maximum. Fait que, même principe. La fonction retourne une liste des valeurs entre le minimum et le maximum. Fait que si on voit que c'est semblable, puis le principe initial est le même, mais à la place de retourner le nombre, on retourne la liste des valeurs. Donc, pour être capable de faire ça, ben, c'est sensiblement le même code avec la boucle, avec la condition. C'est les deux la même chose. Mais on ne veut pas avoir un compteur, on va avoir une liste qui va être retournée. Donc, je commence avec une liste vide et je rajoute des éléments à la liste à chaque fois que je trouve que c'est une valeur qui doit être comptée. Et que, encore une fois, avec le append, me permet de rajouter un élément. Qu'est-ce que je rajoute? Ben, la valeur que je suis en train de regarder. Puis, cette boucle-là se fait pour chacun des éléments de la liste. Une fois que j'ai parcouru la liste, que j'ai rajouté tous les nouveaux éléments dans ma nouvelle liste, eh bien, je retourne cette nouvelle liste pour être utilisée. Alright, on continue. Ici, question numéro 8. Ici, okay. Question numéro 8. On demande d'écrire une fonction. Parfait. On reçoit une chaîne de caractères, un string, quelque chose avec des doubles guillemets, là, puis qui va inverser l'ordre des mots de la chaîne. Fait que là, ici, il faut se demander qu'est-ce que ça veut dire cette affaire-là. Donc, on reçoit une chaîne de caractères. Une chaîne de caractères, c'est quelque chose avec des guillemets, qui a des lettres, des espaces, et ainsi de suite. Puis, si on parle de mots, habituellement, c'est des choses qui sont délimitées avec des espaces. Donc, le principe ici, c'est qu'on peut avoir une chaîne de caractères. Fait que, mettons ici qu'on se fait un exemple. Si j'ai salut ou le monde, ben, ça devrait donner les mêmes mots, mais inversés. Fait que monde, le tout, salut. OK? Donc, ça, c'est ce qui rentre. Et ça, c'est ce qui sort. Fait que, toujours, quand ça semble pas simple comme question, toujours essayer de penser c'est quoi les genres de choses qui peuvent être comme exemple qui vient avec. Fait que, une fois qu'on a ça, ben là, il faut se demander comment le faire. Donc, on avait vu la fonction split. Donc, la fonction split va me permettre de prendre ça puis de me créer un tableau avec les différents éléments. Puis, à partir de là, on a utilisé aussi, en tout cas, on aurait pu, je ne sais pas si vous l'avez utilisé ou pas, dans le TP1, avec les listes, la méthode reverse, qui me permet d'inverser toutes les valeurs. Ben là, c'est rendu des valeurs individuelles. Avec le reverse, ça me donne un tableau avec monde
le monde, le tout. Salut. Fait que là, on a comme un tableau de chaîne de caractères, mais on n'a pas d'espace à l'intérieur. Fait que si on retourne voir, on a aussi le join qui me permet de prendre un tableau puis d'insérer des éléments entre et de créer une nouvelle chaîne de caractères avec ça. Donc ici, le dernier avec le join me permet d'avoir mon résultat escompté. Donc, d'être capable de savoir c'est quoi les différentes méthodes. Donc ça ici, c'est un peu difficile par rapport à ce que je m'attends dans l'examen final. C'est pas mal poussé. Mais le principe d'être capable de savoir c'est quoi les différentes méthodes qui sont disponibles pour les différentes structures de données, que ce soit les dictionnaires, les listes, les chaînes de caractères, ça va être important de savoir qu'est-ce qui se passe avec quoi. On avait une deuxième fonction à faire. Donc, je veux écrire une fonction qui reçoit une chaîne, OK, indiquant une phrase, puis une deuxième chaîne indiquant une liste de lettres. Puis je veux que la fonction enlève toutes les lettres de la liste de lettres de la phrase. Encore une fois, pour bien comprendre, c'est toujours bien de se faire un exemple. Fait que on a une première qui indique une phrase. Salut tout le monde. OK? Fait que ensuite, je dis que j'ai une deuxième chaîne qui indique juste une liste de lettres. Fait que mettons ici, je vais mettre S-O-L. Okay? Une liste de lettres. S-O et L. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux enlever toutes les lettres de la liste de lettres de la phrase. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que la sortie de ça, ça va être notre chaîne initiale, mais sans ces lettres-là. Ici, je veux enlever les S, les O puis les L. Fait que le S de salut marche pas, le A de salut marche, le L de salut marche pas, le U, le T, ça marche. T, U, T, E, M, N, D, E. Fait que je veux avoir ici cet élément-là. Fait qu'en fait, je veux remplacer chacune de ces lettres-là par du vide à l'intérieur. Fait que c'est, encore une fois, qu'est-ce que j'utilise? Donc, on a la méthode replace qui existe en Python. Donc, la méthode replace permet de prendre un caractère ou une liste de caractères, puis à chaque fois que tu le trouves, tu le remplaces par quelque chose d'autre. Dans ce cas-ci, je vais parcourir la liste de lettres pour chacune des lettres. Fait que ça va prendre le S en premier, le O en deuxième, puis le L en troisième. Fait qu'à chaque fois, ça va essayer de remplacer ça dans ma chaîne de caractères. Puis je le remplace par quoi? Je le remplace par des guillemets vides. Donc je le remplace par rien. Donc ça va juste l'enlever de ma phrase. Fait que ici, on parcourt ça, on aurait pu le faire aussi avec un tableau, reconstruire la chaîne de caractères. Il y a comme 56 manières de réussir à faire ça. Moi, je vais toujours prendre la méthode la plus rapide parce que pas le temps de niaiser. Et que ça me permet de enlever d'une phrase une liste de lettres. On s'en va sur notre petit dernier. Donc, on demande d'écrire une fonction qui va recevoir une liste de dictionnaires. Puis les dictionnaires vont avoir les clés suivantes. Donc, encore une fois, pour être capable de bien comprendre qu'est-ce que ça implique, on veut être capable de l'écrire, on veut se donner des tests. Donc, ça me donne une liste, puis une liste de dictionnaires. Les dictionnaires sont représentés par les accolades. Puis on dit que chacun des dictionnaires a un nom et un âge. Fait que on pourrait dire Bob a le nom Bob. Puis l'âge, c'est 45. Puis là, j'en ai plusieurs dictionnaires. Chacun avec un nom. OK? Puis je peux en avoir plusieurs de ça. Fait que j'ai une liste. Puis chacun des éléments de la liste,
ça va être un dictionnaire. Donc, il faut être capable ici d'avoir des structures composées, un peu comme qu'est-ce qu'on a fait dans le deuxième travail pratique, puis être capable de naviguer ces structures-là pour aller chercher de l'information pertinente. Donc, on a dit ça, ok, parfait. Donc, la fonction, elle retourne le nom des personnes ayant un âge plus grand que la moyenne des âges. Fait que je vais avoir les noms des personnes. Fait qu'habituellement, c'est quand j'ai une liste de noms, ça le dit, hein, ça va être une liste. Fait qu'il va falloir que je trouve c'est quoi la moyenne des âges. Puis, si c'est la bonne information, ben, je vais le retourner. Ici, on utilise les trucs qu'on a vus dans le cours, qui est la compréhension de liste. On aurait pu l'écrire au long, là. C'est aussi tout aussi convenable. Là. Mais le principe, c'est que je vais avoir une liste d'âges sur laquelle je vais pouvoir trouver la moyenne. Hein. Fait que je vais ici, premièrement, me faire juste une liste des âges. Fait que je vais avoir liste d'âges qui va juste contenir le 45 puis le 27 à l'intérieur. Et pour être capable d'avoir ça, j'utilise ma compréhension de liste qui me dit parcours ma liste, va pour chacun des éléments de ma liste, va chercher l'âge à l'intérieur. Fait que ça va me créer ma liste d'âge. Puis après ça, je veux avoir ma sortie qui va être juste la liste des noms du monde qui sont plus grands que la moyenne des âges. Donc là, dans ce cas-ci, il y a juste Bob. S'il y en avait plus, ça aurait été différent. Mais le principe, c'est que je peux faire le même principe, puis aller chercher si l'âge est plus grand que quoi. Ben là, ici, j'ai utilisé les méthodes des librairies qu'on avait vues au début de la session. Donc, les librairies statistiques pour trouver la moyenne, pour trouver la médiane, pour trouver tout. Donc, je peux envoyer ma liste d'âge là-dedans. Ça me trouve c'est quoi la moyenne. Puis ça va regarder si l'âge est plus grand. Si l'âge est plus grand, ça me retourne le nom. Fait que je vais avoir la liste de noms du monde qui ont une plus grande moyenne d'âge que moi. Fait que ça fait le tour un peu de qu'est-ce que je voulais regarder. Ici, j'ai pas mis d'exemple, mais dans l'examen final, il va aussi avoir une question sur la création d'une classe. Donc basé, ici, c'est les mêmes exemples que ceux qu'on a fait dans les exercices, ça va ressembler à ça. Donc, je n'irai pas pousser plus loin que ça la programmation orientée objet, mais je vais revenir avec vous ici sur tous les autres concepts qui pouvaient se retrouver dans les différents exercices, et plus particulièrement regarder la forme des questions, comment essayer d'extirper le plus d'informations possible pour se faciliter la tâche quand on va être devant l'examen final. Est-ce qu'on a des questions par rapport à cette révision-là? Non, non, non. Ici, c'est que j'ai pas de questions en ce moment qui couvrent qu'est-ce qu'on a vu dans le cours de programmation orientée objet. Donc, en gros, ça va ressembler à les questions qu'on avait faites dans le dernier atelier, l'atelier 9. C'est juste que j'en ai pas mis dans la révision, mais je veux pas vous induire en erreur en disant que c'est pas dans la révision, donc ça sera pas à l'examen. Donc, ça va être à l'examen. Révisez ça aussi. Excellent. Donc, c'est officiel. Vous êtes maintenant inculqué de toutes les connaissances que je voulais, avec lesquelles je voulais vous infuser. Vous êtes maintenant des programmeurs novices qui sont capables de répondre à des problèmes de nature numérique. C'est comme, je pense qu'on l'a vu dans le deuxième travail pratique, c'était des données réelles, des problématiques réelles que vous avez résolues, des problèmes mathématiques comme le TP3. Vous pouvez prendre ces différentes informations-là puis commencer à appliquer ça dans vos domaines respectifs. J'espère que vous avez eu du plaisir.
pense pas qu'on va se revoir dans d'autres cours parce que j'ai pas vraiment d'autres éléments dans votre curriculum, mais j'espère peut-être un jour être capable de se voir dans les corridors de l'UQAM.